c'est pas une enquête, c'est le récit de confession de Zizou tout au long de ses 18 ans et le récit de choses, comme on dit pour ce livre, des gens très proches, des gens qui étaient totalement légitimes. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Hermel. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour Philippe. Journaliste sportif, correspondant à Madrid, et vous publiez Zidane chez Flammarion, sans prénom. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui appellent Zidane Yazid, et puis il y a les autres. Oui, bien sûr, et c'est une frontière qu'il ne faut surtout pas franchir et que je crois personne n'a osé franchir. Parce que le vrai nom de Zidane, le nom complet, c'est Zinedine Yazid Zidane. Et quand il était petit, il n'aimait pas beaucoup son premier prénom. Donc, il se faisait appeler par son deuxième prénom, Yazid. Donc, ses proches, ses parents, sa famille, ses amis depuis toujours, surtout les amis d'avant le 12 juillet 98, avant la gloire, avant la finale de la Coupe du Monde, l'appellent Yazid ou Yaz. D'accord. Et vous l'appelez comment ? Je l'appelle Zizou. D'accord. C'est-à-dire, je le raconte dans le livre, un moment, quand on se rencontre la première fois en juillet 2001, quand il arrive au Real Madrid, je me présente et voilà, puis au bout de quelques jours, voilà, on a commencé à se connaître, etc. Je dis, mais au fait, alors on se tutoie naturellement parce qu'on a de la même génération. Moi, je vais avoir 50 ans, lui, il va avoir 48 ans. Et puis en Espagne, le tutoiement est très habituel. Enfin, même les gens qu'on ne connaît pas, on les tutoie. C'est comme ça en Espagne. Donc, naturellement, on s'est tutoyé. Mais j'ai dit, mais au fait, comment veux-tu que je t'appelle ? Voilà. Il me dit Zizou, j'aime bien. Zizou, c'est mon nom de foot. Voilà, c'est un surnom qu'un de mes amis aujourd'hui, puisqu'on fait de la radio ensemble sur RMC, Roland Courbis lui avait donné quand il... C'est le premier. C'est le premier, voilà, quand il était à Bordeaux. Rapidement, il lui avait donné ce surnom de Zizou, et c'est vrai que Zidane aime beaucoup, dans le milieu du foot, qu'on l'appelle comme ça. Après, pour l'appeler Zizou, il faut le connaître un petit peu. Quand même, les gens l'appellent Monsieur Zidane, voilà. Donc moi, je suis suffisamment proche pour pouvoir l'appeler Zizou, mais pas dans le cercle intime, donc je ne peux pas l'appeler Yazid ou Yaz. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent encore Yazid aujourd'hui ? Oui, par exemple, son adjoint au Real Madrid, il s'appelle David Bettoni, qui est ils ont un bureau commun, c'est ça ? Alors, le bureau commun, c'était quand ils étaient en 3e division. Là, en première division, Zizou a un grand bureau et juste à côté, il y a le bureau de ses adjoints, c'est-à-dire David Bettoni, Amidou Msédié, Grégory Dupont. Et en fait, son premier adjoint, donc David Bettoni, l'appelle Yaz parce qu'ils se sont connus, ils avaient 15 ans. Ils se sont rencontrés au centre de formation de l'AS Cannes. Donc ils se sont amis depuis l'avant-starisation. Et donc David, un jour, j'en discute avec lui, il me dit, mais ça fait toujours bizarre. Voilà, moi je l'appelle Yaz quand on est tous les deux, mais quand on est en réunion avec les autres, je l'appelle Mister. Mister, c'est le coach en espagnol. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaîtraient aujourd'hui qui pourraient l'appeler Yazid, ou ça c'est pas possible ? Ah, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ah non, mais c'est. Ça c'est pas. Ah non, c'est pas possible. Je veux dire. C'est vraiment un entourage par cercle. Là. Ah oui, c'est vraiment les gens très très proches, c'est-à-dire la famille, les amis très proches, les amis d'enfance ou d'adolescence, quoi. Mais mais moi je n'oserais jamais. Je pense que Zizou me regardait en disant, mais tu te prends pour qui, quoi ? Enfin, vraiment, c'est impossible. Et je ne connais personne qui oserait l'appeler de cette manière. Les joueurs l'appellent comment aujourd'hui ? Mister aussi. Mister, c'est là le surnom en espagnol. Après, le capitaine du Real, Sergio Ramos, ils ont joué ensemble. C'est le seul joueur en activité aujourd'hui au sein du vestiaire du Real Madrid qui a joué avec Zidane, le joueur. C'était lors de la dernière saison de Zizou, en 2005-2006. Et donc Ramos, lui, peut l'appeler Zizou. Ce livre, c'est le fruit de vos 18 années de vie commune avec Zidane. Vous avez refusé plusieurs fois d'écrire sur lui. Pourquoi aujourd'hui vous avez dit oui ? Alors j'ai refusé pendant de nombreuses années parce que j'écrivais pour lui dans l'équipe et dans France Foot, chose que je fais toujours. Non, vous avez déjà demandé d'écrire des livres sur lui. Voilà, ouais. mais des livres, j'ai eu plusieurs propositions, j'ai eu des propositions aussi de docu-fiction, d'être l'auteur, mais j'avais toujours refusé parce que je pensais qu'il était impossible d'écrire pour un journal comme l'équipe, pour un magazine comme France Football, donc avec le nez dans le guidon, tout de suite sur l'actualité, et d'avoir la distance nécessaire pour écrire un livre.
Et donc quand Zidane démissionne de son poste d'entraîneur du Real Madrid le 31 mai 2018, là je me dis que c'est le moment. Donc l'été, en vacances sur la plage en Espagne, aussi des gens très proches, mon ami Carlos qui me dit c'est le moment pour toi d'écrire. Et puis il y a un an, en novembre... Pourquoi ? Parce que vous pensiez qu'il avait mis un terme à sa carrière définitivement ? Au Real, ah oui. Ouais. Ah oui. D'ailleurs lui aussi, c'était impossible qu'il revienne au Real Madrid comme entraîneur. Il allait partir sûrement à la Juventus à Turin, il aurait sélectionneur d'équipe de France à terme, donc il ne serait pas revenu dans ma circonscription qui est Madrid. Donc c'était pour moi aussi le moment de fermer une étape, de fermer un chapitre de ma vie et de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, parce que les deux ont été profondément bousculés par l'arrivée de Zidane en 2001. Et là, en 2018, c'était le moment de fermer. Et il est revenu. Mais bon, le livre était déjà... trop avancé, oui, puis contrat signé. Surtout dans ma tête. En fait, c'est même pas une question de contrat, c'est une question dans ma tête. Le livre était écrit dans ma tête avec la distance nécessaire pour pouvoir écrire le livre. Donc, le fait qu'il revienne comme entraîneur n'a pas du tout perturbé. Au contraire, ça m'a permis d'enrichir aussi des choses dans certains chapitres. Est-ce que pour écrire sur lui, on est obligé de lui demander l'autorisation ou pas ? Non, on n'est pas obligé de lui demander, bien sûr que non. Mais vous l'avez fait ? Je lui ai pas demandé d'autorisation. Mais vous lui avez demandé Je l'ai quoi ? informé. Oui. Mais c'est un peu pareil. Non, mais c'est une question d'éducation et de respect. Je le connais depuis 18 ans. Je n'allais pas écrire un livre sans lui dire. Enfin, je veux dire, ça me paraît tellement je pense que n'importe qui aurait fait ça. C'est une sorte de consentement. Dans ce cas-là, je dis voilà, j'ai une idée. En novembre dernier, on était allé prendre un verre. Je lui ai dit, un verre, une eau gazeuse pour lui, une eau plate pour moi, parce que Zizou boit de l'eau gazeuse, c'est son petit péché mignon. C'est pas forcément par litre, vous dites que vous dites que lui c'est 2 litres d'eau gazeuse à déjeuner. Voilà, ce qui est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour un sportif, mais voilà, c'est sa petite déviance, c'est de boire de l'eau gazeuse. Et donc voilà, je lui dis voilà, tu sais, on m'a souvent proposé des livres, j'ai toujours dit non, mais je crois que c'est le moment. Et il me dit c'est bien, bonne idée, voilà, comme ça. Mais je voulais l'informer parce que j'allais pas lui faire un truc aussi important dans une si grande maison d'édition comme Flammarion sans lui dire quoi. Je vous pose la question parce que quand il s'agit d'une bio, alors on va dire officielle, la personne vous ouvre à peu près son carnet d'adresse et donne l'autorisation à l'entourage de parler. Si c'est pas le cas, l'entourage parle pas. Oui, mais sauf que moi, son entourage, je le connais bien. C'est ça, parce que et j'ai pris le parti dans ce livre de ne recueillir le témoignage que de gens avec qui j'ai un vrai rapport, une vraie relation. David Bettoni, qui parle dans ce livre, son adjoint, c'est un pote aujourd'hui. Je m'entends bien avec lui. Vous n'avez pas rencontré des gens que vous ne connaissiez pas pour pouvoir mener votre enquête ? Non, parce que c'est pas vraiment une enquête. Non, d'ailleurs, c'est pas une enquête, c'est le récit de témoignage, de confession de Zizou tout au long de ses 18 ans. Et le récit de choses que m'ont dites pour ce livre des gens très proches, des gens qui étaient totalement légitimes. Par exemple, Christophe Dugarry, qui est son ami depuis qu'ils ont 15 ans, on sait, ils étaient dans la même chambre pendant le mondial 98, voilà, c'est un très proche. Lui, il refuse toujours de parler dans des reportages, dans des articles de Zizou. Moi, il a accepté de parler parce qu'il savait, parce qu'on est potes, parce qu'on est ensemble à la radio, sur RMC, et il savait que mon idée, c'était pas de faire un truc à charge. Il y a 2 € à chaque fois que vous citez la radio concurrente. Non. Oui, concurrente, mais non. Vous m'avez invité, donc... Bim, RMC. Vous savez, ça fait 18 ans que je suis là-bas. L'équipe RMC, c'est 18 ans de ma vie. Voilà, ça fait partie de moi. Et puis c'est grâce aux médias qui m'ont maintenu à Madrid que j'ai pu vivre... C'est vrai, comme correspondant, vivre là-bas et de suivre Zidane au quotidien. Donc Dugas, lui, il m'a parlé avec son cœur parce qu'il avait confiance en moi. Parce que si vous interrogez des gens proches de Zizou et que vous ne les connaissez pas, ils vont rien vous raconter. Voilà, moi, ils ont confiance en moi. Donc quand Stéphane Planck, qui est aujourd'hui l'un de ses adjoints aussi, ancien joueur de Lille et de Bordeaux, raconte le premier entraînement de Zidane, le gamin qui arrive de Cannes, ça n'a pas de prix. Mon ami Carlo Ancelotti, qui a été son entraîneur à la Juve et qui était aussi le premier entraîneur quand Zizou était adjoint au Real Madrid. Voilà, je suis allé le voir à Naples, j'ai passé 2 jours chez lui, j'ai dormi chez lui et il m'a raconté plein de choses sur Zidane. Donc voilà, c'est un parti pris de ne parler qu'à des gens qui allaient me raconter des choses intimes. Voilà, c'était le but de ce livre. Des choses que vous consignez dans vos carnets de Moleskine bleu. Oui. Vous en avez combien sur Zidane ?
En fait, c'est les carnets de Moleskine, c'est surtout pour les reportages. En fait, je raconte les voilà. Moi, ça me fait rire parce que ça fait tellement daté. Vous savez, aujourd'hui, oui, parce que moi, je suis un vieux. Hein, non, mais moi, j'ai connu l'époque où les gens effectivement avaient ces fameux carnets. Maintenant, plus personne n'a de. Non, mais moi, j'ai encore des carnets pour les reportages. Mais c'est vrai que sur les confessions qu'il a pu me faire, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce livre, il n'y avait pas de carnet à ce moment-là, il y avait pas de carnet parce que c'était pas dans le cadre du travail. Voilà, c'est des moments où un avion tous les deux en revenant du Ballon d'Or à 7h30 du matin, où il me dit j'ai peur que mes fils deviennent des petits cons parce qu'il y a trop d'argent autour d'eux, et je vous rassure, hein, ils sont pas devenus des petits cons, ce sont des garçons bien élevés, très respectueux et très travailleurs, voilà, ou dans sa voiture en écoutant Cabrel, ou dans son jardin à côté de la piscine, voilà, des moments comme ça d'intimité. Et là c'est la chance d'avoir beaucoup de mémoire, et c'est resté dans ma tête, quoi. Et j'ai fouillé, je dis dans le livre, j'ai perquisitionné ma mémoire pour aller rechercher ces moments d'intimité qui permettent de faire, je l'espère, un portrait différent, un portrait intime du Français le plus célèbre au monde, mais qui finalement est très peu connu parce qu'il se protège beaucoup. Alors cette histoire, quand il vous parle de ses fils, il vous le dit dans un voyage en avion, dans l'intimité d'un jet privé. Oui. Pourquoi il a appelé son 4e fils Elias ? Justement, parce qu'on parlait du prénom justement tout à l'heure. À cause de Yazid. Ouais, c'est ça. Voilà, pour qui est le Y. Et son fils Enzo, c'est pourquoi ? C'est parce que l'idole de Zizou quand il était enfant et adolescent, c'était Enzo Francescoli, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Vous dites Zizou, idole absolue. C'est son idole absolue. Voilà. Il n'a joué qu'1 an, mais Zizou était fasciné. Il me dit, je ne regardais que lui. Je ne regardais que lui pendant 90 minutes. Je regardais pas le match, je regardais qu'Enzo Francescoli. Et donc son premier fils s'appelle Enzo à cause de ça. Il a une image en or. Zidane, finalement, la question que se posent beaucoup de gens ou le grand public, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette image ? Est-ce que, voilà, c'est la même chose ou il y a des casseroles ? Je ne sais pas ce qu'on appelle les casseroles. Ou des casseroles ou quelque chose qui pourrait ne pas être conforme à l'image. Les casseroles, elles sont publiques. C'est sa violence sur le terrain. Ce sont les 14 cartons rouges, 12 en club et 2 en équipe de France en phase finale de Coupe du Monde de surcroît. Voilà, les colères froides et chaudes. Voilà. Par exemple, est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé finalement au niveau du coup de boule, ou est-ce que ça restera toujours un secret ? Je sais si je raconte beaucoup de choses et beaucoup de secrets dans ce livre, mais j'avoue que je n'ai jamais osé lui poser la question sur la finale de 2006. C'est partie des choses qu'on ne peut pas aborder avec moi, je n'ose pas, c'est tout, voilà. Et je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé parce que je savais que c'était un moment douloureux pour lui. Et j'ai posé la question à Christophe Dugarry, justement. Je dis, tiens, justement, dans le livre, je raconte que je n'ai pas osé. Et toi, au fait, me dis pas ce qu'il t'a dit, mais quand tu lui en as parlé, il dit, mais moi non plus, je n'ai jamais osé lui en parler. Il me dit, parce que mon ami a été l'homme le plus malheureux du monde, c'est une douleur, donc je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, parce que vous parlez de son père après cet événement-là ? Oui, ça a été dur pour la famille parce que voilà, c'était le moment extraordinaire de fin de carrière, finir sur une Coupe du Monde. Il met un but, en plus un penalty avec une panenka. Enfin, les amoureux de foot savent ce que c'est. C'est une manière très spéciale de frapper dans la balle. Et puis il part sur un coup de boule incroyable. Enfin voilà, donc ça n'a pas été facile pour la famille parce faut voir qu'on ne parlait que de ça. Enfin, les gens en 2006 qui étaient nés à l'époque, voilà, on ne parlait que de ça, donc ça a été un peu pesant pour la famille, c'est normal. Francis Cabrel, chanteur préféré de Zinedine Zidane, il les connaît toutes par cœur, il les chante, il imite Cabrel ou pas ? Il imite pas, il chante, il fredonne. Ouais. Voilà, c'est parce que il avait 14-15 ans et il écoutait ça tout le temps, et voilà, avec son Walkman. Non, c'est un grand amoureux de la chanson française et en particulier donc de Francis Cabrel et voilà, Zizou, et on s'est retrouvés aussi, hein, lui et moi, sur cet amour de la chanson française, qu'on a pu partager des choses. Ouais. Et d'ailleurs, dans le fameux documentaire Les Bleus dans les yeux dans les bleus, pardon, en 98, on le voit chanter dans sa chambre à Clairefontaine. On ira tous au paradis, hein, de Paul Naref, quoi. Puis il est là avec ses doigts, claquer les doigts et tout. Non, la chanson a une grosse place dans sa vie. La chanson française. Française, oui, ouais. Française, vraiment, c'est la belle et les jolis. Il aime les jolis mots, il aime la poésie.
Vous démarrez avec une citation « Je sais bien que je n'ai pas une vie normale, que je suis protégé par une étoile là-haut ». Dans quelles conditions est-ce qu'il prononce cette phrase devant vous ? C'est à l'époque quand il est joueur. C'est un moment là où on est déjà plus dans l'intimité, où on commence à avoir des discussions, je vais pas dire philosophiques, mais voilà, très personnelles, et puis en dehors du foot, quoi. Et je crois que c'est en 2005 ou 2006 où voilà, on parle un petit peu de sa vie, parce que sa carrière arrive vers la fin de sa carrière de joueur. Et un jour, il prononce cette phrase devant moi, parce qu'on parlait du destin, de ce qui pouvait nous arriver dans la vie, et il vit avec ça, il est persuadé, et c'est un être mystique. Hein. D'ailleurs, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Homme public, homme mystique ». Alors, parce qu'il est comme ça, lui. Ça, c'est intéressant, parce qu'il en a parlé une fois dans une interview. Ouais. Alors, vous expliquez que tout tourne autour d'un chiffre, le chiffre 5. Le 5 aussi, ouais. Voilà, dans sa vie. Ça, c'est David Bettoni qui m'a raconté ça. David Bettoni et son adjoint m'a raconté ça, parce que j'avais évoqué avec David justement ce côté très... alors superstitieux, c'est assez habituel chez les footballeurs, mais lui il y a un côté mystique aussi. Hein. Donc Zizou, les parents de Zizou, Smaïlé et Malika sont des musulmans pratiquants. Lui, Zizou a pas vraiment de religion, mais il croit en quelque chose de supérieur là-haut, quoi. Voilà, il a du mal à le définir, mais voilà, c'est pas un matérialiste. D'accord, mais il y a cette interview où un jour il dit voilà, cette nuit j'ai parlé avec quelqu'un, on a parlé des heures, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il a eu une visite de nuit et il a décidé de revenir en équipe de France. Ouais. Voilà. Et depuis, il n'a plus jamais reparlé de ça. Il n'a plus jamais reparlé de ça. Non. C'est quelqu'un de très particulier. C'est quelqu'un qui a une profondeur spirituelle qu'on ne soupçonne pas finalement, parce qu'on voit un footballeur, on voit un entraîneur. Mais l'homme, et c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre, c'est justement l'homme derrière la star qui a une vraie profondeur, quoi. Et on se retrouve là-dessus aussi parce qu'il faut parfois décoller les pieds du sol, quoi. Voilà, il faut aller au-dessus de la vie basique. Vous parlez de ce qui résonne finalement dans vos deux histoires à tous les deux. Il y a aussi l'enfance. Alors vous c'était pas à Marseille, mais voilà. Mais vous avez qu'est-ce qui résonne dans son enfance à lui et dans votre enfance à vous ? C'est quoi ? C'est un milieu d'origine ? Oui, parce que moi je suis un fils de Français moyen, petit-fils de paysan, fils d'employé, orphelin de père à 13 ans. Et ma mère qui s'est retrouvée au chômage 6 mois plus tard. Donc voilà, ça n'a pas toujours été très facile. Il y a eu quelques inquiétudes. L'adolescence pour moi n'a pas été évidente, mais il y a l'école de la République, quoi. Voilà. Enfin, et ça, on est unis par ça. La France, c'est un pays qui permet à beaucoup de gens de sortir de leur milieu social. Et on s'est retrouvés là-dessus. Lui, Zizou, puis je le dis dans le livre, un jour il me confie comme ça, il me dit, tu sais, quand on était petit, quand il y avait un steak à la maison, pour tout le monde on était content, quoi. C'était jour de fête, quoi. Donc moi c'était pas à ce point-là, mais je me suis retrouvé dans ce côté humble, d'une vie humble, une vie où il faut travailler pour sortir de son milieu. Et voilà, Zizou aujourd'hui est millionnaire, il a réussi comme joueur, il est en train de réussir comme entraîneur, et moi à mon petit niveau, je suis très fier d'écrire un livre chez Flammarion. Et ça, je pense que c'est grâce à l'école de la République. Moi, j'étais boursier. Voilà, c'est l'école qui permet de s'élever et d'aller au-delà de l'imagination du milieu social duquel on vient. Alors moi, j'ai appris, parce que je le savais pas, hein, que dans ce livre, il a un grand frère qui s'appelle Nourdine, qui lui avait déjà été repéré par l'AS Saint-Etienne, et donc il voulait, il avait quoi, 14-15 ans, pareil, hein, il voulait le prendre à l'école de formation, au centre de formation de l'AS Saint-Etienne, et que le père n'a pas voulu la première fois. Non, il n'a pas voulu, il a pas voulu, les parents, voilà, parce que c'était compliqué de laisser partir son gamin à 13-14 ans, Marseille-Saint-Etienne, ça fait un bout en plus, quoi. Voilà, c'est se séparer un enfant. Je crois qu'on critique souvent les footballeurs, leur côté bling-bling, etc., mais vous savez, les footballeurs qui ont réussi, ce sont des gamins qui ont sacrifié leur jeunesse, quoi. C'est-à-dire que souvent, ils ont été séparés. Antoine Griezmann, par exemple. Voilà. Antoine Griezmann, à l'âge de 13 ans, il est parti vivre en Espagne, quoi, loin de sa famille, quoi. Et voilà, il vient de Mâcon, il est parti s'entraîner à l'école, se former à l'école de formation de Saint-Sébastien, de la Real Sociedad de Saint-Sébastien. Donc voilà, c'est pas évident. Et donc on peut comprendre que le père ait pas eu envie sur Nourdine de le laisser partir.
ça a dû être quelques années dur. plus tard, il va dire oui. Il va dire oui pour le petit dernier. Ouais, pour le petit dernier. Voilà. Pour Zinedine. Pour Zizou. Ben oui, là aussi, ça n'a pas dû être évident pour Noureddine. Et Noureddine a beaucoup conseillé Zizou dans sa carrière de joueur. Donc, et je pense que dans le succès de Zizou, il y a aussi le fait de réussir pour son grand frère. On n'a jamais expliqué ça avec des mots, mais je le sens, Zizou. J'ai pu écrire ce livre parce que je le sens sur plein de choses. Et je suis sûr qu'il avait cette responsabilité là aussi, de réussir pour le frère qui n'a pas eu la même chance que lui de faire un centre de formation. Le grand frère qui, par exemple, ne va pas assister à ces matchs importants. Ouais, ça, c'était un truc. S'il me raconte ça en 2006, c'est juste avant la Coupe du Monde. Donc, je croise Noureddine et on discute et tout ça. Et je lui dis, tu vas aller au Coupe du Monde. Il dit, non, j'y vais pas, moi. Je dis, bon, pourquoi? Il me dit, en fait, un jour, j'étais à un match. Zizou a perdu. Donc, depuis, je pense que je lui ai pas porté chance. Donc, depuis, je ne vois plus les matchs dans les stades. Mais ça, c'est quand même très courant chez les sportifs. Ils sont hyper superstitieux. Mais et le père, par exemple, qui dit qu'il regarde pas les matchs à la télévision. Parce qu'il souffre. Parce qu'il a. Mais oui, mais vous savez, en plus, Zizou joueur, c'était quand même celui qui se prenait plein de fautes parce que comme il était le meilleur, comme il dansait avec la balle, les autres, ils venaient pour lui casser les jambes. Et donc, un père a peur qu'on fasse mal à son enfant. Et ça, c'est courant chez les joueurs de football ou c'est propre aux Zidane? Je pense que c'est quand même assez courant, mais on a quand même un père très protecteur, père Kabyle, très protecteur. Et je pense qu'il s'inquiétait pour son fils, il avait peur qu'on fasse mal à son fils, quoi. Alors, c'est marrant parce que l'Algérie est très absente de votre livre. Mais parce que je suis jamais allé. En fait, d'accord. Parce que c'est pour ça. Moi, j'ai cherché. Non, mais bien sûr. Mais parce que c'est pas une enquête, c'est la grande histoire de Zizou à travers notre histoire depuis 18 ans. D'accord. Donc, on parle de choses que vous avez forcément vécu avec Zizou, ou qu'il lui m'a raconté, ou que des proches m'ont raconté. Voilà. Donc, comme je suis... D'ailleurs, c'est un de mes rêves, c'est d'aller un jour en Algérie. Ouais, vraiment, c'est vraiment un pays qui moi, m'attire particulièrement. Donc, à partir du moment où moi, je n'ai pas vécu... Zizou, il n'est pas allé souvent non plus. Donc, je n'ai pas vécu... Je ne pouvais pas raconter quelque chose que je n'ai pas vécu. Moi, j'aurais pu me documenter, lire des livres, des articles d'autres. Mais c'est pas par trait de vous auriez pu en parler ensemble. Oui, on en a parlé. Mais par exemple, je sais qu'il y a un oubli, par exemple, dans le livre. Quand il me parle du pain kabyle que fait sa mère. Voilà. La galette. Voilà, le livre était déjà envoyé. Et dans la version 2, là, faut rajouter le pain kabyle. Ouais. Oui, parce qu'un jour, galette, me raconte que il était des joueurs à l'époque. Il m'a dit, on parlait de ça, justement de ses origines, etc. Il me dit, voilà, mes enfants adorent le pain, la galette que fait ma maman. Et donc, quand elle vient à Madrid, elle en fait plein. On congèle le pain et puis on le décongèle. Et les enfants adorent ça. C'est le lien avec l'Algérie, avec la Kabylie, se fait aussi à travers des aliments comme très typiques comme ça. Donc c'est comme ça qu'il raconte à ses enfants qui sont kabyles, algériens par leur père. Espagnol par leur mère, puisque Véronique et ses parents Fernandez vient. Elle est née en France, mais ses parents viennent d'Almeria, en Andalousie. Donc voilà, il y a ce mélange de deux cultures. Donc le lien se fait aussi par les souvenirs des grands-parents, quoi, et par des produits comme ça de bouffe, quoi. C'est-à-dire que les enfants portent le nom de la mère, c'est ça? Alors officiellement pour l'état civil, il s'appelle Zidane. Ouais. Mais quand Zizou signe au Real en 2001, il y a une telle folie médiatique autour de son arrivée. Il a 2 fils à l'époque, il y en a 4 aujourd'hui, il y en a 2, donc Enzo et Lucas. Donc ils sont inscrits à l'école française, qu'on appelle le lycée français, qui va depuis la maternelle jusqu'au bac, sous le nom Fernandez. Et à l'école de foot du Real, ils sont inscrits sous le nom Fernandez pour essayer de les protéger. Bon, malheureusement, tout le monde savait qui si votre père vient vous chercher à la sortie, on dit que Monsieur Fernandez, il ressemble beaucoup à Monsieur Zidane. Voilà, exactement. Vous racontez que la première fois que vous rencontrez Madame Zidane, vous prenez un vent. Ah, magnifique. Bon, depuis, on s'entend bien, mais c'est le Zizou est au Real depuis quelques jours. Donc, c'est juillet 2001. Et là, je vois une voiture. Parce qu'à l'époque, le centre d'entraînement du Real, n'était pas le bunker qu'il est aujourd'hui. Et donc, on attendait la presse, nous attendions les journalistes, nous attendions les joueurs sur le parking, en fait, à leur voiture.
Et puis je vois une voiture immatriculée Turin et je vois une brune. C'était quoi comme voiture? Non, je m'en souviens pas, ça. Non, j'ai beaucoup de mémoire, mais là, je m'en souviens pas. Mais c'était pas une Ferrari. Non, mais voilà. Ça, ouais. En fait, ma question, c'était elle roule en quoi, Madame Zidane? Non, est-ce qu'en venant de Turin, elle avait une Ferrari? Non, c'était une voiture, une belle voiture, mais enfin, c'était pas bling bling. Et pas le genre de la famille. Pas de genre de Véronique, pas de genre de Zizou. Et là, je vois Madame Zidane, je dis, je vais me présenter, donc je tape au carreau. Et là, elle fait descendre la vitre électrique. Et je dis, bonjour Véronique, je suis Frédéric Hermel, voilà, je suis correspondant de l'équipe de RMC. J'habite à Madrid depuis longtemps, donc je voulais vous souhaiter la bienvenue ici en Espagne. Et là, elle me regarde, me fait merci. Et elle fait remonter le carreau, la vitre. Et là, je lui dis bon, après, j'ai compris. Vous avez compris quoi après? J'ai compris qu'elle aussi, elle doit se protéger et qu'elle fait pas confiance aux journalistes. Donc depuis, on s'est vu dans des endroits protégés, etc. Et elle est très sympathique et on a souvent plaisanté, etc. Donc, mais je sais que j'ai raconté ça, ne l'a pas dérangé parce que. Alors, une chose que je tiens à préciser, c'est que Zizou n'a pas lu le livre avant. C'est-à-dire que vous lui avez pas fait lire avant publication. Non. Une fois que le livre a été imprimé, je lui ai offert avec une dédicace pour lui, un livre aussi pour sa femme. Et Véronique a beaucoup aimé le livre. Zizou a beaucoup aimé le livre et Véronique aussi. Donc ça l'a pas gêné que je raconte notre première rencontre parce que j'explique dans ce chapitre qui est le premier chapitre du livre que voilà elle aussi, il lui faut du temps avant de faire confiance encore plus à un journaliste, quoi, parce qu'il faut replacer dans le contexte de la folie médiatique qu'il y avait à l'époque. Mais ça fait partie du risque du métier, j'ai envie de vous dire. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Mais elle a le droit de se protéger. Après, moi, je faisais. En plus, je faisais pas ça comme journaliste. Je faisais plutôt ça comme madrilène, Français de Madrid qui accueille des Français de Madrid, des Français de Turin qui viennent s'installer à Madrid, quoi. Donc oui, c'était un vent magnifique. Donc c'est une anecdote que j'ai souvent racontée à mes amis. Et là, je l'ai racontée dans le livre. Comment est-ce que vous expliquez que Zidane soit resté, alors, d'après vous, un gars normal dans un milieu qui ne l'est pas? Alors. Avec l'éducation de ses parents, Ismaël et Malika, ça c'est vraiment la valeur travail est chevillée au corps dans cette famille. Sa femme, qui d'ailleurs je raconte un moment dans le livre qu'on se voit à une expo de photos qui retrace justement ces dernières semaines comme joueur, etc. C'était l'Institut français de Madrid. Et puis Zizou était entraîneur depuis quelques mois. Et puis on se chambre, on se connaît bien. Donc je le chambre, je dis ça y est, t'as pris la grosse tête, monsieur l'entraîneur, etc. Et donc on plaisante. Et là Véronique, elle sait très bien qu'on présente. Elle me regarde, mais elle me dit avec son accent de Rodez, oui, enfin avec moi, je pense qu'il prendra jamais la grosse tête parce que si jamais un jour il prend la grosse tête, je le quitte. C'est son garde-fou contre la grosse tête. Contre la folie, parce que c'est tellement facile de décoller du sol quand tout le monde vous dit que vous êtes génial, qu'on vous offre plein d'argent, voilà. Non. J'utilise une formule dans le livre. Elle a ancré les pieds de Zizou dans l'argile de la réalité. Et c'est pour ça, par exemple, les réunions parents-professeurs au lycée, Zizou, il va, quoi, parce qu'il suit la scolarité de ses enfants. Voilà, c'est un papa normal. Il va chercher ses enfants à l'école, sauf qu'il peut rentrer dans la cour avec sa voiture. Oui, et d'ailleurs, la semaine dernière, j'en parlais avec le nouveau proviseur du lycée français de Madrid. Et parce qu'on parlait du livre, on était dans une réception à l'ambassade de France, et il me dit, bah oui, mais il me dit c'est avant tout pour des questions de sécurité pour tout le monde, quoi. Voilà, parce que il y avait un tel... Tout le monde devenait fou au rond-point à l'entrée du lycée qu'on a permis à Zidane de rentrer sa voiture pour éviter les embouteillages et les problèmes. En parlant de grosses têtes, à un moment donné, il vous pose une question quand il devient entraîneur. Et il vous demande, Fred, tu me trouves comment comme entraîneur? Je te demande à toi parce que quand je pose la question aux autres, personne ne me répond franchement. Oui, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que comme tous les hommes de pouvoir et les hommes célèbres, on parle souvent de la solitude du président de la République, on parle des grands patrons, des grandes stars de cinéma. Tout le monde à côté, il y a que des courtisans à côté. Tout le monde est là. Ah oui, t'es le plus beau, t'es le meilleur. Non, mais ouais. Tous ces... Pardon? Vraiment comme ça? Ah bah oui, parce que les gens, mais les gens sont tellement fascinés par Zidane qu'ils n'osent pas dire la vérité. Donc à l'époque, il est entraîneur en 3e division. Et il m'appelle, il me dit j'aimerais si tu as un de ces cas, tu peux passer et tout. C'était la fin de saison, donc je passe le lendemain. Et là, il me parle plein de choses. Puis bien joué. Puis il vient sur ce sujet-là et il me dit Fred, qu'est-ce qu'on pense de moi comme entraîneur? Il dit parce que tout le monde me ment. Il me dit j'ai des gens en club, mon chef de presse, il devrait être là pour me dire des choses, mais il tremble quand il me parle. Il me dit mais toi t'as pas peur de moi, toi tu vas me dire la vérité. Je dis oui. Alors j'ai fait un constat très clair de comment, très dictique, de comment
comme on le voit en Espagne, comme on le voit en France, des jalousies, des gens qui veulent qu'il réussisse, des gens qui veulent surtout qu'il se plante. Voilà, je lui ai expliqué et ça lui a fait du bien, quoi. Et je lui ai donné 2-3 petits conseils comme ça. Et j'ai été très touché. Mais pour moi, cette phrase, et je vous remercie, Philippe, de l'avoir citée, parce que elle est beaucoup plus importante qu'elle en a l'air. Je pense qu'elle est très significative de la solitude de l'homme de pouvoir, de l'homme célèbre. Voilà, vous expliquez sa solitude à lui. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il a une solitude lui particulière ou c'est vraiment à généraliser de tous les footballeurs, de tous les entraîneurs que vous connaissez? Tous les footballeurs n'ont pas marqué de but en finale de la Coupe du Monde au Stade de France contre le Brésil. Tous les footballeurs n'ont pas donné le premier titre suprême à son pays. À leur pays. Enfin, c'est ça aussi, quoi. Tous les footballeurs n'ont pas eu leur portrait projeté sur l'Arc de Triomphe en haut des Champs-Élysées un soir de victoire de Coupe du Monde avec Zidane président. Voilà, c'est Zidane, c'est plus qu'un footballeur. Donc ça isole. Il est l'icône d'un pays. D'ailleurs, souvent quand vous allez à l'étranger et que vous dites que vous êtes français, la première chose qu'on vous dit, Zidane. Ah oui. Même aujourd'hui. Hein, mais bien sûr. Ouais. Ah bien sûr. Ça reste mais c'est le français le plus connu du monde. Ah oui, le plus célèbre. Ça c'est clair. En plus, il est l'entraîneur du club le plus important de l'histoire du football, qui est connu partout. Donc Zidane, enfin ça reste la valeur. Oui, bien sûr. Vous racontez qu'au tout début janvier 2006, il vous annonce un scoop, sans vous l'annoncer, hein, parce qu'il vous dit pas vraiment, il prononce pas le mot retraite. Et vous attendez 5 mois avant de l'écrire. Pourquoi? Il vous testait pour voir si vous pouviez garder un secret? Et pourquoi vous, qui finalement, dont c'est le métier, vous êtes un gagne-pain, vous avez un scoop terrible, vous auriez pu quand même balancer le scoop et faire parler de vous? Être journaliste, c'est savoir quel est le moment. À ce moment-là, il ne parlait pas aux journalistes. C'est début janvier 2006. Je suis au centre d'entraînement du Real, c'est un entraînement l'après-midi, le soir tombe sur les montagnes autour de Madrid. C'était un beau moment, on est tous les deux. Je lui dis, je lui présente mes vœux, bonne année Zizou, il me dit bonne année à toi aussi Fred. Et je sais pas pourquoi, naturellement, je lui dis, ça va être une année spéciale pour toi. Il me dit, ah oui, très spéciale. Je lui dis, mais quand est-ce que tu vas l'annoncer? Il me dit, le plus tard possible. Notre non-dit, c'est le mot retraite. Je sentais que ça commençait à arriver. Et lui ne coupe pas court à la conversation, non, il m'avoue, entre les lignes. Mais à ce moment-là, c'était pas Frédéric Hermel, le journaliste, et Zinedine Zidane, le joueur. C'était Zizou et Fred. Et il faut savoir différencier les moments, même quand on fréquente des stars. Et si ce livre existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu tous ces moments de off que je raconte. Voilà. Ouais, vous avez comme beaucoup de déontologie. Hein. Aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux mais je suis sociaux. Un vieux. Mais des scoops. Je veux dire, franchement. Mais il y a une expression espagnole magnifique qui dit pan para hoy, hambre para mañana. Le pain aujourd'hui, mais la faim pour demain. FAIM. Vous savez, je pense que les vrais journalistes sont ceux qui sont capables de garder les choses pour eux. La dictature de l'immédiateté. Non, j'aurais fait quoi? Oui, je l'aurais trahi. Je l'aurais trahi à ce moment-là. J'aurais pu me dire, de toute façon, il se casse dans 5 mois, c'est fini. Ouais, mais sauf que, de toute façon, il va jamais être entraîneur. Mais d'abord, il vous avait dit qu'il ne serait jamais entraîneur. C'est impossible. Je rappelle que dans une interview, vous lui posez la question. C'est même pas une interview, c'est une discussion comme ça. Il dit, moi jamais. Il me dit, ça va pas, il se fout même de ma gueule. En me disant, attends, mais moi, entraîneur. Ouais. Donc non, je pense, moi je crois pas je ne crois pas à l'objectivité. Je pense que sont les mots des mauvais journalistes. Je crois au contrôle de la subjectivité et je crois à l'honnêteté, je crois à l'éthique et mon honnêteté, pas de journaliste, parce que moi j'ai une éthique qui vaut pour tout, pour ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je pense qu'à ce moment-là, Zizou me fait une confession, moi, à Fred, et j'allais pas l'utiliser. J'aurais trahi un secret qu'il me fait le privilège de partager avec moi. Enfin, non, je fonctionne pas comme ça. Alors, à la fin, il finit par l'annoncer, donc, et c'est là où, vous négociez avec lui, si on peut dire négocier, une interview, alors exclusive pour votre journal, l'équipe. C'est compliqué aujourd'hui, parce que les joueurs ont des contraintes, les joueurs de football ont des contraintes finalement, qui sont des contraintes de contrat, de sponsoring. Oui, bien sûr. Et à l'époque, il avait un contrat avec une grande chaîne française, etc. Et puis moi, je venais de passer 5 ans, à vivre quasiment que pour l'information sur lui, quoi. J'ai rêvé
j'ai rêvé de lui au moins une fois par semaine pendant 5 ans. Enfin voilà, parce qu'il y avait une vraie pression. Faut voir à l'époque ce que représentait Zidane jouer au Real Madrid. Et en plus la Coupe du Monde qui termine avec la Coupe du Monde 2006, quoi. Enfin, C'est un business quand même. dans quel sens Pour la presse. Quand Ah oui, même. bien sûr. Là, Et pour moi aussi. ouais. Moi, je vivais de ça. Bon. Je vis encore de ça. Je vis d'écrire des articles et la plupart c'est sur le foot, donc et en particulier sur Zidane. Donc il accepte Alors- de faire cette une. c'est-à-dire que je lui dis, moi je lui dis voilà, écoute, moi ça fait 5 ans, en plus j'ai servi la soupe à beaucoup de gens, j'ai aidé beaucoup de gens dans mon métier, mais celle-là, elle est pour moi, quoi. Là, je suis un peu égoïste. Il y a en de disant, l'affectif quand même. il y a un truc, mais complètement. Ouais. Et je lui dis, il me dit, tu sais, c'est difficile ce que tu me demandes à cause des contrats que tu sais. Je dis oui, voilà. Puis 2 jours après, il me dit, on va la faire, Fred, au nom de ces 5 années passées ensemble. Et le titre de cette interview, c'était. J'arrivais à la fin. Voilà. Et le père garde tout, hein. Smaïl, il collectionne tout. Ça, c'est génial. Il collectionne que l'équipe ou tout ce qui s'écrit sur l'équipe. Que l'équipe. Voilà, Ouais. et j'ai compris le jour où je rencontre le père en 2004, où il me dit « Ah, c'est vous, monsieur, qui écrivez sur mon fils ?» J'ai me dit « Soyez gentil avec lui », ça m'avait beaucoup choqué. Et il me dit « Voilà, moi, depuis que les premiers articles, même un tout petit article de mon fils, donc de Zinedine Yazid Zidane, en tant que footballeur dans l'équipe, je découpe tout. » En fait, exactement, il avait fait fabriquer des classeurs, parce qu'à l'époque, l'équipe Ouais. en grand format, spéciaux, parce qu'il découpait pas les articles. Il découpait la page où il y avait un article. Et tout ce qui était écrit sur son fils, le papa, le collectionnait. Et donc j'imagine qu'il doit y avoir 3 pièces aujourd'hui uniquement remplies d'archives. Et j'ai compris, Zizou est toujours très énervé, très inquiet de ce qu'il y avait dans l'équipe. Voilà, plus que n'importe quel autre média. Et j'ai compris, en rencontrant le papa, pourquoi ? Parce que c'est le seul vrai journal que lit son père. Je suis un compétiteur. C'est quoi ? C'est son mantra, c'est son moteur de vie, c'est ce qui explique ce qu'il est devenu. Ouais, complètement. C'est vraiment, il me dit pas mon métier c'est d'être footballeur, il me dit mon métier c'est d'être compétiteur. C'est-à-dire que voilà, c'est une phrase qu'il a beaucoup employée dans nos conversations. Parce que vous dites que voilà, vous pouvez pas compter le nombre de fois qu'il l'a employé. C'est vraiment son truc. Et il était comme joueur. À l'époque, il me dit ça, il est joueur, mais il l'est encore aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Vraiment, et c'est la raison pour laquelle il revient. Il gagne tout au Real, il s'en va, il revient. Alors que ça va être quasiment impossible de faire aussi bien. Mais comme il est compétiteur, il veut faire mieux que lui-même. Zizou veut dépasser lui-même. Et pourquoi il est revenu ? Pour ça, parce que c'est un compétiteur. Parce qu'il peut pas s'empêcher d'aller plus haut à chaque Vous avez réussi à comprendre pourquoi il était revenu cette fois-ci ? Pour ça. Ouais. Pour Il ça. s'ennuyait. Alors, il s'ennuyait, bien sûr. Il s'ennuyait. Mais oui, alors il a gagné assez d'argent pour vivre lui et 15 générations derrière. Mais il va peut-être à la retraite à 48 ans. Enfin, c'est un bosseur. Il fait du yoga avec sa femme. Pardon ? Il fait du yoga avec sa femme. Non ? Oui, c'est du Bikram yoga. Du Bikram yoga. Alors ça, c'est un truc. Ça occupe pas la vie d'un retraité, Non, ça, non. le Bikram yoga. Alors c'est pour ceux qui connaissent pas, moi je l'ai découvert. Hein. Ça casse un mythe. C'est à 40 degrés et 80% d'humidité, mais c'est un truc physiquement c'est hyper dur. Donc puis ils font attention à ce qu'ils mangent, ils mangent que des graines et tout. Enfin ils font vraiment gaffe. Hein. Mais non, mais lui il a besoin. C'est pour ça qu'il n'a pas grossi il a après. pas grossi. Non, parce que il y a beaucoup de sportifs, on les voit, c'est terrible. Hein. Mais lui il a toujours gardé la même alimentation. Mais c'est quelqu'un qui, pour revenir à ce côté compétiteur, qui peut pas être chez lui à rien faire. Ce n'est pas possible, quoi. Parce qu'il a été élevé dans une famille où on a toujours beaucoup travaillé, quoi. Bon, Frédéric Kermel, on pourrait vous écouter plusieurs heures. En tout cas, c'est vraiment le premier livre complet sur la carrière de Zidane. En tout cas, ces 18 années que vous avez passées à l'observer et à le commenter pour le journal L'Équipe. Zidane, c'est chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe.